Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi 10 octobre. Menace de tempête sur Monaco. 2 rapports sont très sévères sur les pratiques d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent sale. À l'Assemblée nationale, le député Noël Mamère conteste juridiquement l'immunité de Jacques Chirac. Réponse de la ministre Elisabeth Guigou. Pas d'intervention, je respecte l'indépendance de la justice. Le Proche-Orient au jour le jour, avec un ultimatum israélien repoussé, quelques incidents, mais aussi la mort d'un enfant palestinien de 12 ans et une légère reprise de discussion. Les Erika fuient toujours, de nouvelles galettes de fioul provenant du pétrolier se sont échouées sur les côtes de Belle-Île et de Loire-Atlantique. Et puis cinéma, demain sur les écrans, Tableau noir de l'Iranienne Samira Makhmalbaf. Elle fut prix du jury au Festival de Cannes. À Monaco, il y a le décor, les histoires de princes et de princesses, la prospérité ostensible, mais derrière cela, une fois le rocher cossu mis à nu, on trouve une véritable forteresse bancaire et financière, peu vigilante sur l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent sale. 2 rapports viennent d'être rendus publics par le gouvernement français, l'un des finances et l'autre de la justice. 2 rapports très sévères qui sonnent comme des avertissements à l'égard des autorités monégasques. La France se dit prête à légiférer si Monaco ne met pas de l'ordre dans ses affaires. Reportage Jacques Carmona et Nathalie Jourdan. Et si le rapport du Trésor public obligeait enfin Monaco à faire toute la lumière sur son système financier? C'est en tout cas le sens de ce rapport qui souligne la complexité des textes monégasques et de ses règles bancaires, pas toujours en conformité avec les règles françaises. Une mise en demeure du ministère des Finances qui a le don d'agacer les responsables du gouvernement monégasque. Pourquoi est-ce que Monaco serait complaisant vis-à-vis de l'argent sale? Merci, il y a assez d'autres sources d'argent et qui atteignent Monaco pour qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher de l'argent sale. D'autres sources de financement, précisément, le rapport en parle en évoquant notamment le casino de Monte-Carlo, le seul qui échappe au contrôle de l'administration des douanes françaises. Un rapport qui réclame aussi que les banques monégasques s'alignent sur le droit français en matière d'échange d'informations, car en principe, tous les établissements bancaires ont obligation de signaler des mouvements de fonds douteux. Une série d'anomalies qu'avait relevé la mission parlementaire en juin 1999. Son rapporteur d'alors, Arnaud Montebourg, allait ensuite déclencher la polémique. Aujourd'hui, le gouvernement menace de légiférer pour la première fois depuis 1963. La marge de manœuvre est considérable. D'abord parce que la moitié des textes qui concernent le contrôle sur le système bancaire et financier monégasque est français. Que la moitié de l'administration et du gouvernement monégasque sont français. Que la moitié des magistrats sont également français en principauté de Monaco. Donc l'ensemble de ces éléments nous permettent de considérer que nous disposons de moyens de pression. Le gouvernement menace d'une série de mesures législatives. La plus spectaculaire serait sans doute d'obliger le paiement de l'impôt sur la fortune pour les résidents français à Monaco. Il faut savoir que les relations économiques, financières et judiciaires entre Monaco et la France sont liées par un traité datant de 1918. Il existe aussi une convention douanière franco-monégasque signée en 1963, après que le général de Gaulle eut fait encercler la principauté par la police et les douaniers. Depuis, régulièrement, le statut de Monaco a été montré du doigt par beaucoup d'enquêteurs et de parlementaires français. Commentaire David Boéry. Monaco, ses palaces, ses bateaux de luxe et son célèbre casino. Dès 1962, le statut particulier de cet havre de paix pour fortunés est remis en cause. À l'époque, l'impôt sur le revenu n'existe pas dans la principauté. La France soupçonne les autorités de favoriser les fraudes fiscales. Il y en a eu, mais je crois qu'aujourd'hui, le contrôle est tel que cela est devenu impossible. Impossible, la France n'est pas convaincue. Crise diplomatique, 1 an plus tard, Paris oblige la principauté à signer une convention. Monaco s'engage à appliquer le droit français. La promesse est aujourd'hui loin d'être tenue. Il est toujours impossible de connaître les actionnaires d'une société et les banques monégasques ne jouent pas la transparence. Des gens qui arrivent avec des valises de billets, ça existe, à Monaco, qui les déposent dans une banque et c'est mis sur le compte d'une société qui est dans un autre paradis fiscal. Donc ça implique aussi une coopération internationale très forte. Sur ce caillou de 120 hectares, 65 établissements gèrent un magot de 300 milliards de francs. Cela rapporte 9 milliards par an à la principauté, soit 20% de son activité économique. Il y a 30 000 habitants et 10 fois plus de comptes bancaires. Monaco est aujourd'hui le paradis de la finance. 38 ans après la première crise, Paris veut maintenant obliger les banques monégasques à coopérer dans la lutte contre l'argent sale.
À l'Assemblée nationale, cet après-midi, comme annoncé, comme prévu, le député vert Noël Mamère a longuement interrogé la ministre de la Justice sur l'immunité de Jacques Chirac. Une immunité contestée avec à l'appui plusieurs articles de droit. Mais cela n'a pas fait scier Madame Guigou. Celle-ci s'en tient à sa ligne de conduite constante, respect de l'indépendance de la justice. La majorité de l'Assemblée a semblé s'en satisfaire. Reportage Jean-Baptiste Prédali et André Issera. Il en a parlé, comme prévu. Sa question était annoncée et même ciselée. Noël Mamère avait promis d'évoquer l'affaire Méry et l'immunité pénale du chef de l'État. Le député vert est resté technique. Sa thèse est simple. Jacques Chirac est injusticiable comme les autres. Nous aimerions savoir, et les Français avec nous, ce qui empêche Madame le garde des Sceaux d'ordonner au parquet de la République, comme elle en a le pouvoir et le devoir, de mettre en mouvement l'action publique par citation directe contre personne dénommée, pour qu'un tribunal indépendant et impartial puisse connaître de la réalité ou de la fausseté des graves accusations portées contre le chef de l'État par M. Méry. La réponse du garde des Sceaux est tout aussi technique. Le président de la République est intouchable, le Conseil constitutionnel l'a décidé et la justice est indépendante. C'est une fin de non-recevoir. On pensait en rester là lorsque la RPR Roselyne Bachelot s'adresse directement à Lionel Jospin. Une partie des déclarations posthumes de Jean-Claude Méry l'intéresse, celle où il met en cause le PS. La réponse est plutôt cinglante. Je vous suggère donc de laisser, quand il y a lieu, la justice mener les enquêtes qu'elle a à mener ou les procédures judiciaires qu'elle a à conduire, et pour le reste, de faire comme moi, de ne vous garder de vouloir utiliser ce qu'on appelle les affaires dans le débat public. Dans l'hémicycle, la droite a donc laissé le dernier mot au Premier ministre. Dans les couloirs, pour se rattraper peut-être, elle continue de l'attaquer. Monsieur Jospin est hypocrite et nous voudrions qu'enfin on s'intéresse aux vrais sujets, aux vraies questions qui intéressent les Français. Autour de Noël Mamère, c'est bien entendu la cohue. Mais du côté du Parti socialiste, le député vert n'a pas fait un tabac. Il faut respecter l'indépendance de la justice et l'hémicycle de l'Assemblée nationale n'a pas à être transformé en prétoire. À quelques soubresauts près, l'Assemblée s'en tient donc à la prudence sur les affaires. Noël Mamère, lui, continue de réclamer des explications. Il est toujours très entouré, mais un peu seul. C'est quand même un peu accablant. En somme, Gérard Leclerc, ce fut halte-au-feu, quoi. Oui, absolument, un véritable halte-au-feu avec un ministre de la Justice qui se limite à dire le droit et assurer qu'elle n'interviendra pas, une majorité et une opposition qui jouent profil bas, et puis un Conseil constitutionnel qui fait rarissime, publie un communiqué pour justifier ses décisions sur la responsabilité pénale du président de la République. Alors certes, comme toujours, il y a eu quelques couacs, on l'a vu, le franc-tireur Noël Mamère qui a posé sa question, mais argumenté finalement assez modéré, le socialiste Raymond Forny qui charge le président à contretemps, et puis côté RPR, Jean-Louis Debré agressif ou Roselyne Bachelot en décalage, sans doute pour avoir raté un épisode dans le film. Enfin, faut dire que chacun a un peu intérêt à calmer le jeu, quoi. Absolument, le président de la République et le Premier ministre veulent que la cohabitation aille à son terme avant de se mesurer à la présidentielle, et de ce point de vue-là, le vieux précepte baladurien selon lequel le premier qui dégaine, qui provoque une crise de régime est un homme mort, et bien ce précepte est toujours d'actualité. Et puis la gauche comme la droite ont compris que se jeter à la figure les affaires ne pouvait que nourrir le rejet des politiques. Enfin, le gouvernement, avec les sondages à l'appui, constate que la pression des affaires est revenue sur la droite et le président de la République, donc pas besoin d'en rajouter. Côté Élysée, on a choisi de faire le dos rond en espérant que de nouveaux épisodes ne vont pas venir enrichir le feuilleton parisien. Demeure juste une question: les Français se reconnaissent-ils dans cette drôle de paix après l'embrasement de ces dernières semaines? Merci Gérard. Quelques jours de plus au Proche-Orient pour tenter un retour au calme entre Palestiniens et Israéliens. Le Premier ministre Ehud Barak a ainsi repoussé son ultimatum. Des discussions sont en cours avec le secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan, mais on est loin de l'arrêt des violences. Correspondance Charles Anderlin. C'était l'affrontement de l'après-midi au nord de Ramallah. Détail, pour la première fois, ces scènes ont été diffusées en direct par la chaîne américaine CNN. Plus d'une trentaine de jeunes Palestiniens ont été blessés, dont un très grièvement. À part cet accrochage, la journée a été relativement calme. À Naplouse, la reconstruction de la tombe de Joseph a commencé sous bonne garde. Ce lieu saint juif a été détruit samedi dernier par une foule palestinienne. Selon la tradition musulmane, c'était à l'origine la tombe d'un cheikh, et cet endroit pourrait, aux grandes dames des Israéliens, devenir une mosquée.
Pendant ce temps, dans le centre de Naplouse, le mouvement Fatah a présenté sa nouvelle milice. Elle est censée défendre la ville en cas d'offensive israélienne. Dans la plupart des localités palestiniennes de Cisjordanie, des groupes armés de ce genre sont mis en place. Aussi, très discrètement, dans les faubourgs arabes de Jérusalem-Est, où la tension est toujours très vive après les accrochages entre juifs et palestiniens de la nuit dernière. Le conflit est d'ailleurs descendu au niveau de la rue israélienne. À Tel Aviv hier soir, des centaines de jeunes ont attaqué des passants arabes et incendié ce restaurant qui employait des Palestiniens. Une situation qui rend la tâche des diplomates particulièrement difficile. Le secrétaire des Nations Unies, Kofi Annan, a commencé une navette entre Ehud Barak à Tel Aviv et Yasser Arafat à Gaza, sans grand résultat jusqu'à présent. Et puis le pire s'est encore renouvelé. Un enfant palestinien de 12 ans a été tué par une balle tirée par l'armée israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Selon un photographe de l'AFP présent sur place, l'enfant atteint à la tête ne participait pas au jet de pierre et portait son uniforme scolaire. C'est le 99e mort depuis le début des émeutes. À Gaza, on est bien loin des patrouilles mixtes israélo-palestiniennes et beaucoup d'endroits, comme le carrefour de Netzarim, sont dévastés. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux Alain Chalvron et Gilles Jacquet. Le carrefour de Netzarim aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Que ce fortin israélien au milieu d'un champ de ruines, 14 tanks de Tsahal ont achevé de faire place nette la nuit dernière. Le voici il y a quelques jours, alors que se déroulaient là de furieux combats. Les deux immeubles à droite et le hangar ont été détruits. Une vingtaine de militaires sont toujours enfermés dedans, mais le siège a été levé. La police palestinienne a des ordres, tous les jeunes susceptibles de lancer des pierres sont refoulés. Allez, dit ce sous-officier, vous n'avez rien à faire ici, rentrez à la maison. On les raccompagne même à bonne distance. Une poignée de main finale montrera qu'on reste malgré tout dans le même camp. Il y a des civils qui viennent parfois juste pour voir le résultat des bombardements israéliens. Il y en a aussi qui viennent pour d'autres raisons. Nos ordres sont de refouler tout le monde. On ne veut pas de reprise des troubles ici. Un peu plus loin, un autre détachement se prépare à partir en patrouille sur la route. Normalement, cette patrouille est mixte, israélo-palestinienne. Non, il ne parle plus avec nous depuis 10 jours, depuis le début des événements. Objectif de cette patrouille, sécuriser notamment un autre point chaud de Gaza, la colonie israélienne de Kfar Darom. Là aussi, personne ne peut passer à pied. Les Palestiniens font tout maintenant pour calmer le jeu. Quant à l'ultimatum d'Ehud Barak, ils l'accueillent avec une certaine ironie. S'ils veulent entrer, disent-ils, qu'ils entrent à Gaza, ils se trouveront en face d'1 100 000 Palestiniens prêts à se défendre avec leurs poings s'il le faut. Les 3 soldats israéliens enlevés samedi par le mouvement chiite libanais Hezbollah seraient en bonne santé et bien traités, selon une information donnée par le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Hier soir, le maire de Jérusalem lançait un appel radio-télévisé aux habitants juifs pour leur demander de ne pas agresser les Arabes. Il y a encore des espoirs de dialogue. Ainsi, pour France 2, Claude Samper et Alain Grégo ont assisté, dans la partie sud de Jérusalem, à une scène de vie presque ordinaire. L'homme est âgé. Il est juif, ses voisins sont arabes, ils avaient cessé de se saluer. Voici ce qui s'est passé ce matin. Shlomo Elbaz vit dans la partie sud de Jérusalem depuis 24 ans, dans un quartier juif construit après 1967. Son jardin donne directement sur les villages arabes voisins. Depuis le début des affrontements, le dialogue est difficile. La semaine passée, des jeunes Palestiniens ont manifesté à proximité et ils ont lancé des pierres sur le quartier. On attend avec impatience que la violence s'arrête partout. Mais on est encore tendu et plein d'appréhension. Au bout de la rue, quelques soldats qui surveillent la frontière invisible entre ce quartier juif et les localités arabes. Shlomo leur demande comment ça va aujourd'hui. Soudain, un homme s'approche, timidement, un Palestinien. Et un très bref dialogue s'engage. Le Palestinien dit que ça ira mieux après la guerre, et Shlomo lui répond qu'il ne veut pas la guerre. L'homme repart. 2 minutes plus tard, il revient. Qui lance des pierres, dit-il. Qui lance des pierres? C'est les Juifs qui lancent des pierres. Et Shlomo répond, je pensais que c'était les Arabes. Le Palestinien l'invite alors à descendre.
Après une longue discussion avec les soldats, Shlomo accepte de faire ces quelques pas qui le séparent du quartier arabe. Tout de suite, le Palestinien veut lui montrer son magasin sur lequel des jeunes juifs ont lancé des cocktails Molotov. Quelques instants plus tard, un autre habitant lui montre les maisons qui ont reçu des pierres lancées par les juifs. La guerre, elle n'est pas entre toi et moi. La guerre, elle est entre ceux qui veulent la paix et ceux qui ne la veulent pas. Et ces gens-là, il y en a de mon côté et de ton côté. Et le Palestinien répond, c'est le gouvernement israélien qui ne veut pas la paix. La discussion se poursuit alors pendant plusieurs minutes. À quelques mètres, les soldats surveillent. Vous pensez, monsieur, qu'on va aujourd'hui plus vers la paix ou vers la guerre? La réponse sera sans appel. Vers la guerre. L'autre Palestinien est du même avis. On parle, mais dès qu'il y a un petit quelque chose, ça éclate et c'est la pagaille. Shlomo et ses voisins palestiniens savent que le chemin vers la paix est encore long. Mais ce matin, ils étaient tous très heureux de cette petite discussion. La première entre eux depuis le début des affrontements. Alors, Charles Anderlin, après ce reportage de Claude Samper, une double question vue de Paris. On fourbit les armes ou on prépare la paix? Oui, on a l'impression qu'une nouvelle étape, une première étape vient d'être franchie dans ce conflit, que les belligérants se préparent à la suite. Les Israéliens se lancent dans la bataille de la communication, qu'ils ont perdue jusqu'à présent, et les Palestiniens s'organisent en vue de nouveaux combats. Des deux côtés, le ton reste intransigeant. Les Israéliens rejettent toujours sur Yasser Arafat la responsabilité de la violence, l'accusent de ne pas vouloir la paix, et la télévision palestinienne répond non, c'est Ehud Barak qui veut la guerre, et diffuse des communiqués d'organisation qui lancent des appels directs à la confrontation. Le ton des deux parties reste très intransigeant, mais des deux côtés, on espère toujours un accord politique jusqu'à présent introuvable. Merci Charles. Et ces derniers jours, en France, plusieurs synagogues ont été la cible d'engins incendiaires, de cocktails Molotov. Des cris de mort à Israël auraient été lancés. Le Premier ministre Lionel Jospin a solennellement condamné les slogans antisémites. En fin d'après-midi, devant l'ambassade d'Israël, le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, appelait à une manifestation de solidarité avec Israël. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées. Parmi les slogans et les pancartes, on a noté Arafat terroriste ou encore Chirac, nous nous souviendrons. Le ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine était aujourd'hui à Belgrade, marquant ainsi au nom de l'Union européenne la sollicitude de l'Europe pour la nouvelle démocratie serbe. Entretien de M. Védrine avec le président Koštunica. Celui-ci pourrait bien être présent le week-end prochain au sommet européen de Biarritz. Et dans la même journée, le nouveau président yougoslave a quitté Belgrade pour la mine de Kolubara. Les mineurs s'étaient mis en grève la semaine dernière pour le soutenir. M. Koštunica est venu les remercier. Reportage de nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny et Philippe Jasmin. Vous savez pourquoi je suis venu? Pour vous remercier de tout ce que vous avez fait dans notre lutte. Sans les mineurs, le président élu par les Serbes ne serait sans doute pas arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, Vojislav Koštunica a tenu à venir remercier les gueules noires de la plus grande mine d'Europe, Kolubara, dont la grève a fait basculer le régime de Slobodan Milosevic. La visite est une surprise pour les mineurs. Bravo, c'est ce que nous voulions, président. Maintenant, je peux mourir. Le contraste est saisissant entre l'ancien président Milosevic et le nouveau dirigeant yougoslave en plein état de grâce. Pourquoi vous sentez-vous si bien aujourd'hui? Ce que l'on attendait depuis des années est arrivé en quelques jours. La démocratie, la transition pacifique du pouvoir, l'ouverture de notre pays au monde et la visite aujourd'hui du ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine. La grève de Kolubara n'est pas tout à fait terminée. Les mineurs assurent un programme minimum, mais ils poursuivent le mouvement jusqu'au remplacement de certains de leurs directeurs, considérés comme trop proches de l'ancien régime. Le président Koštunica sait que rien n'est encore joué, que la société serbe a connu beaucoup de violence par le passé et qu'il a besoin de toutes les forces vives de ce pays. Mais aujourd'hui, il a eu la confirmation que les mineurs, qui sont à la base de l'industrie serbe, le soutiennent bel et bien.
À Grenade, le chef du gouvernement espagnol, José María Aznar, assistait au premier rang de plusieurs centaines de personnes aux obsèques de Luis Portero, procureur en chef du tribunal régional d'Andalousie, assassiné hier. Un attentat qui porte, selon la police espagnole, la marque de l'ETA. Dans plusieurs villes d'Espagne, des rassemblements ont eu lieu en milieu de journée, rassemblements silencieux, pour exprimer de nouveau un rejet populaire de la violence. Mais dans les milieux basques, où l'on soutient quoi qu'il en coûte les membres de l'ETA, le discours n'a pas changé. Agnès Varamian et Alain Poirier sont de retour de San Sebastián, au Pays basque espagnol. Ils ont rencontré et écouté des femmes de détenus condamnés pour actes de terrorisme. Les propos tenus révèlent plus qu'une incompréhension, un véritable combat contre l'État espagnol. Leur mari et père est un détenu d'ETA depuis 14 ans. Sa photo trône parmi d'autres dans ce bar des nationalistes radicaux. Condamné pour terrorisme, il est ici un héros. Moi, je suis fière de lui parce qu'il a fait preuve de courage pour son peuple. C'est quelqu'un qui a su lutter pour son pays. Pour cette famille, comme pour toute la mouvance autour d'ETA, il existe au Pays basque un conflit politique qui justifie la violence. Les indépendantistes radicaux ont leur fief, leurs associations, leurs votes. 15% des voix environ à chaque élection. Dans une dialectique sans fin, Amagoya et Isabelle expliquent que la première violence n'est pas celle d'ETA, mais celle des gouvernements espagnols et français qui refusent le droit à l'autodétermination de tous les Basques. La mère a connu la dictature de Franco, pas la fille, ni son amie. Sous Franco, la répression des Basques existait et aujourd'hui, elle existe encore car les gouvernements français et espagnols ont leur propre police qui réprime tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les constitutions espagnoles et françaises. Pas de liberté alors que le Pays basque est autonome, dirigé par des nationalistes modérés. Mais cela, les familles ne le voient plus, enfermées dans leur monde et leur douleur qu'elles opposent à celle des victimes d'ETA. Les gens dont tu me parles, ils ont vécu tranquillement pendant la trêve d'ETA, sans garde du corps, alors que nous en tant que famille de prisonniers, on a continué à souffrir, des arrestations, des tabassages. Donc nous, trêve ou pas, c'est pareil. Pas de démocratie, alors que toutes les semaines, ces familles défilent librement pour le rapprochement de leurs détenus dispersés dans toute l'Espagne. Et si Amagoya et Isabelle ne viennent pas, il y a quelqu'un d'autre pour porter la pancarte. Je le fais par solidarité et pour le droit de ces prisonniers à purger leur peine au Pays basque. Il y a 10 jours, la manifestation a été stoppée pour la première fois quelques minutes afin de ne pas croiser un autre rassemblement anti-ETA, celui-là. Sur ceux qui s'opposent à la violence, le jugement est net. Ce sont des fascistes, quoi. Ce sont des fascistes, dans le sens strict du mot. Une nostalgie de Mussolini, quoi. La même chose, quoi. ETA recrute désormais parmi les fils et les filles des détenus. C'est la deuxième génération de la lutte armée qui a à peine 20 ans. ETA entretient ainsi le mythe de la libération du Pays basque. À Paris, au procès des responsables présumés d'ETA, le procureur a requis 10 ans de prison contre 8 des 10 prévenus. Ceux-ci avaient été expulsés de la salle après de nouveaux incidents. Un plan de licenciement aux nouvelles messageries de la presse parisienne, NMPP, près de 800 suppressions de postes sur 2390 salariés d'ici à la fin de 2003. Un volet social doit accompagner ce plan, présenté comme une réforme industrielle, commerciale et institutionnelle par la direction. Explication Émilie Lançon et Christian Gallet. Tous les jours, partout en France, près de 8 journaux ou magazines sur 10 sont distribués par les nouvelles messageries de la presse parisienne. Cela fait 50 ans que ça dure, mais ces derniers temps, la concurrence devient féroce. Elle a même ravi des titres comme Micro Hebdo ou Marianne ou NMPP. Pour s'adapter et se moderniser, la direction affirme ne pas avoir d'autre choix que de licencier. Cette concurrence est apparue au fil des années et propose souvent des prix inférieurs aux nôtres, même si la qualité n'est peut-être pas tout à fait la même. Donc nous devons affronter cette concurrence, c'est-à-dire que nous devons baisser nos tarifs. Et pour baisser ces tarifs, la direction va supprimer 797 postes d'ici 2003. Les NMPP assurent que c'est une question de survie, car ces ouvriers lui coûtent cher. Grâce à un syndicat du livre très puissant, les salaires sont depuis toujours plus élevés qu'ailleurs, 17 000 francs en moyenne selon la direction. Une image de privilégié que récuse toutefois la CGT.
S'il s'agit de nous opposer avec ce qui se pratique à l'extérieur, c'est-à-dire de la précarité, c'est-à-dire du travail même parfois fait sur certaines plateformes où on distribue de la presse, du travail illégal, à partir de ce moment-là, effectivement, on pourra peut-être nous considérer comme des privilégiés. En tout état de cause, nous, on défend notre statut, et notre statut n'a rien de mirobolant. À maintes reprises dans les années 80 puis 90, l'entreprise a connu des grèves dures. Cette fois-ci, la CGT est d'accord pour négocier une restructuration, mais elle refuse les licenciements. Un projet de loi pénitentiaire est en préparation. Madame Guigou a fait cette annonce alors que le mouvement social des surveillants de prison continuait aujourd'hui à la veille de négociations prévues demain à la chancellerie. Les surveillants ont poursuivi leur blocage des maisons d'arrêt. Des incidents ont eu lieu. Ici, c'est à Bois d'Arcy lors de l'intervention des forces de l'ordre. Blocage également à Lille, devant la maison d'arrêt de Lille. En 1989, Patrick Dils fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de 2 enfants de 8 ans commis à Montigny-lès-Metz en Moselle. Un comité de soutien de Patrick Dils se bat pour faire reconnaître son innocence. Et l'avocat de Patrick Dils, maître Florent, a innové en organisant une reconstitution privée cet après-midi sur les lieux du crime, car pour lui, l'instruction a été bâclée. Reportage Valérie Hermite et Thierry Breton. C'est un rendez-vous singulier pour une reconstitution hors du commun. Maître Florent, l'avocat de Patrick Dils, a convoqué la presse pour une reconstitution privée. Une reconstitution sans magistrat, sans prévenu, sans contradicteur et sans aucun cadre juridique. Mais l'important pour eux est ailleurs, démontrer les contradictions du dossier. Les corps des 2 enfants étaient relevés approximativement dans ce périmètre-là, à 50 cm. Là, c'est-à-dire à plus de 40 mètres de l'endroit où Patrick Dils va situer les 2 crimes. Schéma à l'appui, le comité de soutien de Patrick Dils approuve. 7 ans qu'ils arpentent ces voies de chemin de fer et plongent dans ce dossier à la recherche de la moindre incohérence. Il y a 4 PV de Patrick et les 4 PV situent donc le décès. Patrick ne situe le décès des enfants. À aucun moment il ne les situe là où a eu lieu les crimes. À aucun moment. Omer Stragier est un policier à la retraite. Il était là le jour de la véritable reconstitution et se dit aujourd'hui lui aussi convaincu de l'innocence de Patrick Dils. Imaginez si ça pouvait être mon fils qui soit en prison et que quelqu'un sache des détails comme ça qui se rajoutent à d'autres qui font une certitude finalement, ne disent rien. Une démarche hors norme dans un dossier qui l'est tout autant. En juin dernier, fait rarissime, la Cour de révision a ordonné un supplément d'enquête, car la présence de Francis Holm, tueur en série sur les lieux du crime, est maintenant avérée. Pour l'avocat de Patrick Dils, il s'agit aujourd'hui d'accélérer le cours de la justice. On a du mal à comprendre que la Cour de révision prenne tout son temps dans un dossier qui devrait être prioritaire puisqu'il s'agit certainement de la plus monstrueuse erreur judiciaire que la France ait connue. Une reconstitution sans aucune valeur juridique au risque d'agacer les magistrats en charge de l'enquête. Un risque que l'avocat dit préféré à celui du maintien d'un éventuel innocent en prison. Le pétrolier Erika, échoué depuis le 12 décembre 1999 au large du Sud Finistère, se rappelle à notre mauvais souvenir. De nouvelles galettes de fioul se sont échouées ces derniers jours sur les côtes de Belle-Île, dans le Morbihan, et sur celles de Loire-Atlantique. Pourtant, le 8 mars dernier, c'était la fin du pompage de l'Erika. Depuis, des plongeurs essaient de venir à bout des plaques situées sous la mer, mais ils sont loin d'en avoir fini. Reportage Agnès Monteux et Olivier Robert. À Belle-Île, depuis que la mer s'est déchaînée, c'est une nouvelle marée noire qui a commencé. Une pollution qu'on n'a pas vu venir, ressuscitée du fond de l'océan. 2 plaques sous-marines ont été détectées autour de l'île, du pétrole de l'Erika probablement alourdi par du sable et entraîné au fond de la mer. Sous cette bouée, noircie par la pollution, se trouve l'une de ces 2 plaques. 4 plongeurs professionnels y travaillent à la demande du groupe Total, mais aujourd'hui le temps est trop mauvais, ils ne pourront pas plonger. Sous l'eau, les conditions sont difficiles. Pour récupérer le pétrole enfoui dans le sable, il faut y aller à la pelle ou à la main. On ressort tout noir, pratiquement de la tête aux pieds, et on a hâte de sortir et que les gens nous prennent en compte pour nous dépolluer parce qu'on est vraiment impotent, quoi. On a du bitume, du pétrole de partout, de la tête aux pieds. En 1 mois et demi de travail, ces plongeurs ont sorti de l'eau 50 tonnes de polluants, 10 fois plus que ce qui avait été estimé, et leur travail n'est pas fini. À quelques kilomètres de là, une autre équipe s'affaire.
La mer agitée recrache cette nouvelle pollution sur la terre. Tout est à refaire. C'est un chantier qui a été déjà nettoyé comme ça à la base, sur toutes les grosses plaques. Ensuite, il a été entièrement décaissé. Tous les galets ont été enlevés. Tous les galets ont été lavés et remis en place. Le chantier était fini, était nettoyé, était propre. Et puis 2 jours après, c'était recommencé. Les 50 km de la côte sauvage sont de nouveau souillés. Et ici, tout le monde s'inquiète pour l'avenir. Vu l'ampleur et la récurrence des arrivages qu'on peut constater, c'est évident que ce pétrole vient bien de quelque part. Donc, à notre avis, oui, il y a beaucoup plus de nappes sous-marines que celles repérées. Total a promis d'embaucher une dizaine de nouveaux plongeurs, mais ici tout le monde pense que ces plaques sous-marines auraient pu être détectées bien avant. Plouay, dans le Morbihan, est depuis aujourd'hui le centre du monde cycliste. Premières épreuves pour les moins de 18 ans. C'est une Française, Juliette Van de Kerkhove, qui a remporté le titre de championne du monde du contre-la-montre junior. On la présente comme héritière de Jeannie Longo, mais modestement, elle se dit encore au bas de l'échelle par rapport à Jeannie Longo. Elle est originaire d'Halluin, dans le Nord. Juliette Van de Kerkhove. Ce titre a apparemment mis en appétit les amateurs de cyclisme. Les épreuves seront en direct sur France Télévisions et ce dès demain. La Bretagne accueille les championnats du monde avec quelques inquiétudes météorologiques, mais la petite ville de Plouay a déployé des trésors d'énergie pour être à la hauteur de cet événement. Reportage Jacques Deveau et Gabriel Camilla. À Plouay, on trouve des vélos partout et pas seulement sur les routes. Plouay, autoproclamée capitale française du vélo, s'est mise aux couleurs de l'événement. L'important, c'est surtout de faire voir au monde qu'en Bretagne, on a de l'énergie, qu'on a du dynamisme et qu'on sait organiser les choses. Et puis qu'au travers le sport, il y a aussi l'économie, il y a l'aspect culturel. C'est tout un ensemble de choses que l'on veut véhiculer au travers la réussite de cet événement. Et du dynamisme ici, il y en a à revendre. L'organisation peut compter sur 700 bénévoles pour 5000 habitants. Vous allez où, monsieur? Des bénévoles qui ne verront pas grand-chose de la compétition, mais peu importe. Non, on ne voit rien des courses, mais enfin ça fait rien. On a déjà l'avantage que ça se passe ici, chez nous. Et puis c'est aussi un petit peu à nous de se relever les manches pour accueillir le public. On les verra à la télévision. Le choix de Plouay n'est pas le fruit du hasard. Depuis 1931 se déroule ici une épreuve cycliste. Elle attire désormais 200 000 spectateurs. Symbole de cette passion, le musée du cyclisme. Ici, au travers des exploits de Robic, Bobet et Hinault, on rappelle que la Bretagne est terre de vélo. On sait que nous avons énormément d'églises et de nombreux pardons liés à ces fêtes religieuses. Et autant de pardons, autant de courses cyclistes, très souvent. Une course termine les festivités des pardons et c'est aussi autant de terres d'entraînement pour faire naître de futurs champions. Alors c'est finalement un juste retour des choses que d'offrir à la Bretagne pour la première fois l'organisation des championnats du monde. Les organisateurs du Grand Prix de Plouay en avaient fait leur objectif il y a 20 ans. Bel exemple de ténacité. Football, l'entraîneur français d'Arsenal, Arsène Wenger, interdit de banc de touche pour 12 matchs par la Fédération anglaise de football. Il lui est reproché une altercation avec un arbitre, ce qu'Arsène Wenger avait à l'époque contesté. Du cinéma, demain sur les écrans, sortie du film Le Tableau Noir de Samira Makhmalbaf. Cette cinéaste iranienne a 20 ans. Elle raconte dans Le Tableau Noir l'errance sous la quête d'instituteurs sur les sentiers des montagnes du Kurdistan. Le film a beaucoup marqué au Festival de Cannes où il a reçu le prix du jury, un prix pour le film, mais aussi pour la femme cinéaste iranienne. Présentation Pascal Deschamps et Bernard Puissesseau. Le Tableau Noir de Samira. Depuis 7 minutes et pour des millions de téléspectateurs dans le monde, Samira Makhmalbaf n'est pas seulement une cinéaste surdouée de 20 ans, elle est la belle jeune femme en noir qui dédie son film aux démocrates iraniens. Au nom de toute la jeune génération qui espère un changement dans ma patrie, j'accepte ce prix. 2 jours plus tard, c'est cette Samira-là que le nouvel Iran attend. À l'arrivée à l'aéroport de Téhéran, d'autres belles jeunes femmes en noir l'accueillent en héroïne. Je suis iranienne et peu importe ce succès, l'essentiel c'est qu'il rende les Iraniens heureux. Le premier plan du Tableau Noir est à couper le souffle.
De drôles de silhouettes se dressent contre le vent, tableaux d'écoliers en bandoulière. Ce sont des instituteurs à la recherche d'hypothétiques élèves à la frontière entre l'Iran et l'Irak et qui partagent l'errance des réfugiés kurdes. Un film poétique, un film politique. Ce genre de films qui disent des choses sur la situation en Iran, qui critiquent un peu certaines choses, qui parlent d'idées, de culture, peuvent arriver à faire changer l'Iran. Le tableau noir est une métaphore, à l'image de ces hommes qui vont bientôt faire de leurs précieux accessoires un bouclier contre les balles. L'instruction protège car elle sert à combattre l'ignorance, car elle apporte la liberté. Tel est le message de Samira Makmalbaf au monde. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle deux informations que nous avons développées. Tout d'abord, la menace de tempête sur Monaco. En effet, deux rapports sont très sévères sur les pratiques d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent sale. La France pourrait modifier la législation à l'égard de Monaco. Et puis le Proche-Orient au jour le jour avec un ultimatum israélien qui a été repoussé, quelques incidents mais aussi la mort d'un enfant palestinien de 12 ans, une légère reprise de discussion et une manifestation ce soir à Paris avec plusieurs milliers de personnes devant l'ambassade d'Israël en solidarité avec Israël. Selon la police, il y avait 8000 personnes, sur les organisateurs 30 000. La météo dans quelques secondes avec Nathalie Riouet, suivi du Bonheur est dans le pré avec Michel Serrault et Eddie Mitchell, et puis Fou d'humour présenté par Clémence Arnaud. À 0h50, vous retrouverez le journal de la nuit présenté par Laurence Piquet. 7h50 demain, les 4 vérités. Gérard Morin reçoit Jean-Marc Ayrault. Et puis à 13h, vous retrouverez Gérard Rolls ici même. À demain 20h. Bonsoir, merci.